Lorsque je suis arrivée sur les lieux, il régnait un silence indescriptible. Nous avons trouvé un corps allongé sur la chaussée. Il avait reçu une balle dans la tête. Les agents de police présents ont compris que c'était très grave. Dans une communauté rurale comme celle-ci, tout le monde connaissait Calvin Jenks. Il était chargé de repérer les infractions au code de la route sur les routes de l'État. Calvin était l'exemple parfait du policier de la patrouille routière du Tennessee. Il était toujours poli et respectueux, et son sourire contagieux vous poussait à sourire à votre tour. Le policier Calvin Jenks s'apprête à prendre son service de nuit. Calvin a été diplômé de l'Académie des patrouilles routières à l'âge de 22 ans. Il était très méticuleux quant à sa présentation. Quand Calvin partait en patrouille, il cirait ses bottes et ajustait son pantalon. Il disait « il faut être prêt à tout ». Et il ajoutait « je ne représente pas que moi-même, je représente aussi la patrouille routière du Tennessee ». Il adorait ce qu'il faisait. Ce n'était pas un simple travail pour lui. Calvin a épousé Sarah seulement 4 mois auparavant. Ne travaille pas trop, d'accord? D'accord. Et pense à manger. Promis, je t'aime. Moi aussi. Calvin était vraiment fou de Sarah. Ils formaient un très beau couple. Ils venaient de se marier. Sarah a été acceptée à l'école de médecine de l'université de Memphis. Mais comme Calvin ne voulait pas être séparé d'elle, il a demandé à être transféré dans le district de Memphis. Tous les gens qui l'approchaient l'adoraient. Ils disaient qu'il n'avait jamais vu un policier aussi consciencieux et qu'il était vraiment exemplaire. Calvin voulait travailler dans les forces de l'ordre. Il avait un sens aigu du devoir. C'était un jeune homme respectueux et très attentionné. Il voulait protéger et servir la population. C'est quelque chose qui lui a toujours tenu à cœur. Il aimait aider les autres. C'était un modèle à suivre et le meilleur frère dont on puisse rêver. Bonjour chérie. Oui, je termine juste quelques papiers et je rentre à la maison. Il a parlé à Sarah juste avant de terminer sa journée et lui a dit qu'il devait s'occuper d'un conducteur en état d'ivresse. Entendu. À tout de suite. Centre des urgences, j'écoute. Peu après 21h40, le centre des urgences a reçu l'appel d'un chasseur de ratons laveurs qui se trouvait dans la région. Il a dit qu'il se trouvait sur la route 14, près de Cotton Lake Road. Il était tombé sur la voiture de patrouille d'un policier et le policier était allongé sur la chaussée. Dès leur arrivée, les deux adjoints l'ont reconnu.
C'était Calvin Jenks et il était mort. Quand je suis arrivée sur les lieux, il régnait un silence indescriptible. Les agents de police présents ont compris que c'était très grave. Ils venaient de découvrir le corps d'un collègue tué dans l'exercice de ses fonctions. J'étais leur supérieur et je compatissais avec eux sur le plan émotionnel. Mais un crime venait d'être commis. Et à ce moment-là, mon seul objectif était de découvrir l'identité du coupable. Il faut commencer par recueillir méthodiquement tout ce qu'on peut trouver sur la scène de crime. On n'a qu'une seule chance de faire ces vérifications. Et je savais que si on se trompait, on ne pourrait pas revenir en arrière. J'ai vu qu'il avait reçu une balle dans la tête, au-dessus des yeux, et qu'il avait manifestement succombé instantanément à ses blessures. Son chapeau n'était pas à côté de lui. Son arme était dans son étui, ce qui veut dire qu'il n'y avait pas eu d'échange de coups de feu. Il avait une marque sur la jambe, comme si quelque chose lui avait roulé dessus. En nous approchant de la voiture de patrouille, nous n'avons vu ni sa lampe de poche, ni son chapeau. On a retrouvé le chapeau quelques mètres plus loin. Cela confirmait qu'il s'agissait probablement d'un contrôle routier. Les policiers ne quittent jamais leur voiture sans leur chapeau. Nous n'avions aucune indication sur l'identité du coupable. Qui diable a bien pu tirer sur un policier au beau milieu de nulle part? Nous n'allions pas attendre d'avoir une description. Un de nos collègues avait été assassiné. Tout le monde voulait aider et faire quelque chose. Un policier a été placé à chaque bretelle de sortie pour vérifier le plus de véhicules possible et tenter de recueillir des informations. Chaque minute passée sans que les forces de l'ordre n'obtiennent de description du véhicule ou des personnes impliquées était une minute pendant laquelle l'assassin risquait de s'éloigner du lieu du crime. Et nous ignorions totalement dans quelle direction il était susceptible d'aller. Nous avons envoyé des policiers partout. Il se rendait dans tous les magasins. Quelqu'un est-il entré ici avec du sang sur lui? Quelqu'un est-il entré ici en agissant bizarrement? Nous avons envoyé des hommes partout pour chercher une aiguille dans une botte de foin. Les policiers ont des caméras de surveillance. Et nous savions qu'il devait y avoir un enregistrement. C'est devenu notre principal objectif. Les images pouvaient nous indiquer l'heure et nous fournir une idée de la personne que nous recherchions et de ce qui s'était passé. Inspectrice? Oui? J'ai trouvé l'enregistrement. C'est le moment où l'on respire profondément, parce qu'on sait ce qu'on va voir. Nous savions qu'il y avait une probabilité que les images montrent qu'il a été assassiné. Et nous savions aussi que cette vidéo était le seul moyen pour nous de découvrir ce qui s'était passé dans les derniers instants de la vie de l'agent Jenks.
âge avez-vous? 19 ans. 19 ans. Et où habitez-vous? Au Texas. Au Texas. Que venez-vous faire ici? Je suis né à Nashville. D'accord. On va à Brownsville. L'agent Jenks procède à une arrestation de routine d'une berline de couleur claire et fait sortir le conducteur à l'arrière de la voiture. Il le fouille tout en lui demandant d'où il vient et où il va. Restez là, ne bougez pas. Vous avez de la drogue sur vous? Non. Vous n'avez pas de drogue? Non, j'ai rien du tout. Très bien. L'agent Jenks laisse le conducteur avec les mains sur le coffre. Restez là. Il s'approche du côté conducteur du véhicule. Vous avez de la drogue sur vous? Il enlève son chapeau et le pose sur le toit de la voiture. Puis il se penche dans la voiture et commence à parler aux passagers. On entend le passager marmonner, mais on ne peut pas vraiment comprendre ce qu'il raconte. La seule chose qu'on entend, c'est le son des 2 coups de feu qui ont été tirés. On y va. Sors-le de là. Sors-le de là. Le passager sort du véhicule, regarde le conducteur et dit « Sors-le de là, sors-le de là ». Il n'a exprimé aucun sentiment de peur. Il n'a pas eu l'air surpris. Quand les coups de feu ont été tirés, il n'a pas couru vers la voiture. Il s'est approché tranquillement et a commencé à tirer le cadavre pour le jeter par terre, sans un regard en arrière. Puis il a fermé la portière et il a démarré. Quand il a démarré, la voiture a roulé sur les jambes de l'agent Jenks. On peut voir son chapeau tomber du toit de la voiture. Nous avons alors compris pourquoi son arme était dans son étui. Il n'a pas eu la moindre chance. Il s'est retrouvé pris au piège. Quant à ceux d'entre nous qui étaient là, nous étions... Nous avons pleuré. C'était émouvant. C'était la dernière fois que nous entendions la voix de l'agent Jenks. C'est plutôt... brutal. Les images étaient de mauvaise qualité, mais il semble que le conducteur était un homme. Il semble que ce soit un homme blanc, peut-être un hispanique. Certaines des informations que Jenks a pu glaner auprès du conducteur étaient très importantes. Texas, 19 ans, se dirigeant sur Brownsville. Nous avions la description des vêtements du conducteur. Nous pouvions comparer sa taille à celle de l'agent Jenks. Le passager était de petite taille. Il portait une chemise blanche trop grande, peut-être un sweat à capuche. Son visage était sombre. On ne peut pas dire s'il s'agit d'un noir, d'un blanc ou d'un hispanique. Mais on a au moins la description d'une deuxième personne.
Nous n'avons pu discerner que la forme générale et la description de la voiture, mais pas le numéro de la plaque d'immatriculation, car elle était pliée de sorte qu'elle était illisible. Cela indique que quelqu'un ne souhaitait pas qu'elle puisse être lue par les lecteurs de plaques d'immatriculation. Une fois que nous avons recueilli autant d'informations que possible sur les suspects, nous avons adressé un communiqué à tout l'État, avec tous les renseignements dont nous disposions à ce moment-là. Les suspects allaient mettre 20 minutes pour se rendre à Brownsville depuis le lieu du crime. Et nous avons donc concentré le gros de nos forces sur la région de Brownsville. Nous savions qu'ils étaient violents, même sans provocation. Il y avait donc véritablement urgence. Nous devions les attraper. J'ai reçu un appel du jeune frère de Calvin, Ryan. Il m'a dit « Maman vient de m'appeler pour me dire de rentrer à la maison. Qu'est-ce qu'il se passe ?» J'ai donc appelé la mère de Calvin. Et elle m'a annoncé que Calvin avait été assassiné. Ça a été le moment le plus difficile de toute ma vie. La première question qu'on se pose, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que nous, pour quelle raison ai-je perdu mon fils? Pourquoi quelqu'un lui a-t-il ôté la vie? C'est probablement l'un des pires jours de ma vie. Honnêtement, je ne souhaite à personne de vivre ça. Le bureau d'enquête du Tennessee est mis à contribution pour recueillir des preuves. Nous voulions obtenir des images de tous les commerces ouverts situés le long de l'itinéraire le plus probable, à savoir l'autoroute 14. Nous voulions récupérer ces images avant qu'elles ne soient effacées. L'endroit le plus proche de la scène de crime est le Midway Market. Les suspects auraient pu s'y arrêter pour faire le plein d'essence. Les inspecteurs et les agents s'y sont rendus et ont confirmé qu'il y avait des caméras à l'extérieur pour filmer les pompes, ainsi qu'à l'intérieur, dans le magasin. Nous voulions essayer de récupérer les vidéos qui auraient pu filmer toute personne entrée dans le magasin juste avant la découverte du corps de Jenks. Les détectives demandent à visionner les images à partir de 21h15, juste avant le meurtre. Nous devions être en mesure d'identifier les suspects, car nous savions qu'ils étaient prêts à tuer. Comme il était tard, il n'y avait pas beaucoup d'activité dans la station-service et peu de voitures allaient et venaient aux pompes à essence. Mettez sur pause. Ils n'ont vu qu'une voiture, mais elle ne correspondait pas du tout à la description du véhicule recherché. Plus loin, on peut voir approcher des phares blancs sur la route. C'est peut-être la bonne. Environ 5 minutes avant l'heure à laquelle l'agent Jenks a été tué, un véhicule s'est arrêté devant les pompes. On dirait une berline. Zoomé.
Bien, continuez. Pause. On dirait notre homme. Le conducteur qui sort de la voiture a la même apparence physique et porte les mêmes vêtements que la personne à qui l'agent Jenks parlait à l'arrière de la voiture. Celui-là même qui l'a ensuite jeté du véhicule après la fusillade. Tout correspond parfaitement. Vous pouvez passer aux caméras intérieures? La caméra était située au-dessus de la caisse. On ne voit rien, son visage est caché. C'était tellement frustrant de ne pas pouvoir voir son visage. Quand les détectives et les agents ont interrogé l'employé, elle l'a décrit comme un homme d'origine hispanique. Il lui a demandé comment faire pour se rendre à Brownsville. Grâce à la caméra de surveillance, nous savions déjà qu'ils y allaient. D'accord. On va à Brownsville. Nous avions déjà mobilisé un grand nombre de policiers dans les environs de Brownsville. Repassez sur la caméra extérieure. Puis le conducteur sort de la boutique, il remonte dans sa voiture et on le voit changer de route pour emprunter l'autoroute 14, sur laquelle il va rencontrer l'agent Jenks. Nous en savions maintenant un peu plus sur le type de véhicule. Nous savions qu'il s'agissait d'une Toyota. Nous savions aussi qu'elle était argentée, mais toujours impossible de lire la plaque. C'était le même véhicule. Et également la même personne. Les détails sur la fusillade et la description des suspects et de leur véhicule sont communiqués aux médias locaux. Nous savions que si quelqu'un voyait ce véhicule, sachant dans quoi il était impliqué, nous recevrions un appel. Les journaux télévisés commençaient à en parler et des gens se sont mis à m'appeler. La patrouille routière du Tennessee et le bureau d'enquête nous tenaient au courant de leurs progrès. On veut savoir qui a fait ça. On veut savoir pourquoi ils l'ont fait. On veut qu'ils soient arrêtés. On veut qu'ils soient punis. Il y a tellement de choses qui vous passent par la tête. Vous n'avez aucun contrôle sur les événements. Cette fois-là, il n'y avait rien que je puisse faire. J'étais en colère contre le monde parce que c'est... Calvin ne méritait pas ça. Nous voulions absolument trouver les personnes qui avaient fait ça. Calvin, lui, si c'était arrivé à quelqu'un d'autre, Calvin aurait fait exactement la même chose. À ce moment-là, sur les lieux du crime,
Nous avons prié pour l'agent Jenks, pour sa famille et pour tous les autres policiers. Et je n'oublierai jamais que pendant que nous faisions cette prière, notre radio s'est mise à crépiter. Nous avions des nouvelles de Brownsville. Le service de police de Brownsville nous a contactés pour nous informer qu'une employée de la station Exxon pensait avoir vu les suspects s'arrêter dans sa boutique. La chronologie correspond au moment où ils ont quitté les lieux et où ils se sont dirigés jusqu'à la station Exxon. Des inspecteurs locaux sont dépêchés sur place pour vérifier cette information. On ne sait jamais s'ils auront une vidéo, si elle sera bloquée, si on pourra y reconnaître quelqu'un. Bien, voyons ce que nous avons. Mettez sur pause. Le grand sweat à capuche blanc, un homme de petite taille. Le même homme vu sur la vidéo de la voiture de Jenks. Nous étions sûrs qu'il s'agissait du tueur. Même s'il n'y avait pas d'obstacle cette fois, il était trop loin de la caméra pour qu'on puisse le voir correctement. Il avait relevé sa capuche pour dissimuler son visage. Arrêtez là. Zoomez. On pouvait voir un dessin dans le dos du sweat à capuche, ainsi qu'un acronyme. Des lettres ATX. Cela nous a amené à penser qu'il s'agissait d'Austin, Texas. Nous savions que ces hommes venaient du Texas grâce à la vidéo de l'agent Jenks. Cela nous a permis de confirmer qu'il s'agissait bien des mêmes personnes, des hommes que nous recherchions. Bien, continuons. La vidéo nous donne quelques indices supplémentaires que nous n'avions pas. Le passager avait l'air de fouiller la boutique du regard. Puis il s'est approché de la caissière et a parlé avec elle. La caissière a dit qu'elle s'attendait à recevoir un grand nombre de clients parce qu'il y avait un match de basket dans le lycée du coin. Mais elle s'est souvenue de l'homme à capuche parce qu'il n'avait rien à voir avec ce match et qu'il ne se comportait pas comme les autres clients. L'employé a dit qu'il cherchait des lingettes, comme celles que l'on utilise pour nettoyer l'intérieur d'une voiture. Nous savions ce qu'il venait de faire. Nous savions qu'il y avait du sang ou d'autres substances dans la voiture et qu'il fallait les nettoyer. Comme elle n'en avait pas, elle lui a indiqué la direction d'un supermarché juste au bout de la rue. Par chance, cet établissement dispose de nombreuses caméras et nous savions qu'elle pourrait sans aucun doute nous fournir de très bonnes images. Ce sentiment d'urgence nous submergeait. Nous étions impatients. Nous étions sur leurs talons. Le supermarché disposait de plus de 200 caméras. Le personnel nous a beaucoup aidés. Ils ont visionné certaines des séquences filmées par leurs caméras. Ils ont fait des captures d'écran des suspects dans différents endroits du magasin.
À 21h55, un homme portant une capuche blanche entre dans le supermarché. Les caméras permettent de le suivre jusqu'au rayon des produits pour voitures. Qu'est-ce qu'il achète? Vous avez un reçu? En nous connectant au système d'achat du magasin, on a constaté qu'il achetait des lingettes. C'était important, car c'est ce qu'il avait déjà cherché à acheter dans la station Exxon. Nous savions donc qu'il s'agissait bien de la même personne. C'était le passager. Quand le suspect portant le sweat à capuche blanc sort du supermarché, il va à la rencontre d'un autre homme sur le parking, vêtu d'une chemise de la même couleur que celle du conducteur. Comme le parking était bien éclairé, nous pensions pouvoir obtenir leur numéro de plaque d'immatriculation. Mais ils étaient garés trop loin des caméras pour cela. Vous pouvez zoomer dans l'image? Le second suspect entre à son tour dans le supermarché. Il se rend au rayon vêtements et achète un t-shirt. Une caméra montre le conducteur sortir des toilettes. Il est habillé différemment. Il porte à présent un t-shirt noir arborant un logo Superman argenté. C'est important parce que cela montre qu'il essaie de se débarrasser de preuves et qu'il tente de changer d'apparence. Le passager qui portait le sweat à capuche fait ensuite la même chose. Il entre dans le magasin, choisit un autre sweat à capuche et se change. Ils ont maintenant des lingettes pour nettoyer le sang dans la voiture. Ils portent des vêtements neufs. Ils s'apprêtent donc à faire exactement ce que nous pensions qu'ils allaient faire, c'est-à-dire nettoyer la scène de crime. Les enquêteurs ont eu de la chance. Le personnel du magasin s'est montré très coopératif. Ils les ont conduits au compacteur de déchets, où ils ont pu récupérer un t-shirt couleur moutarde. Dans cette poubelle se trouvaient également des douilles de calibre 6,35 ainsi que des lingettes ensanglantées. L'un des hommes d'entretien a dit aux policiers qu'il pensait les avoir vus jeter quelque chose dans la poubelle. Il s'agissait de la lampe de poche de l'agent Jenks. Il l'avait à la main quand on lui a tiré dessus. Elle est tombée dans la voiture quand il a été abattu. Les objets sont envoyés au laboratoire du bureau d'investigation pour y être analysés. Nous savions qu'ils allaient continuer de fuir parce qu'ils avaient changé d'apparence et qu'ils avaient nettoyé la voiture. Mais qu'allaient-ils faire ensuite? Les agents et les enquêteurs voulaient à tout prix les retrouver. Au petit matin, une voiture de patrouille arrête un véhicule qui part de l'est du Tennessee et se dirige vers l'ouest. Deux hommes se trouvent à bord. Il s'agit d'une simple infraction au code de la route. Les deux hommes sont arrêtés en possession de marijuana et emmenés au poste de police local. En chemin, ils racontent aux policiers qu'ils ont eu affaire à deux trafiquants de drogue du Texas. L'agent spécial du bureau d'investigation, Joe Craig, est chargé d'interroger les deux hommes. J'ai commencé par les séparer pour les interroger individuellement. Je veux que vous me donniez toutes les informations que vous pouvez concernant ces deux hommes. Ils ont rencontré deux hispaniques du Texas
et leur ont acheté de la marijuana. À un moment donné, ces deux hommes leur ont demandé de les conduire dans la région de Nashville. Ils les ont donc fait monter dans leur voiture et les ont conduits à Nashville, jusqu'à un hôtel qu'ils ne connaissaient pas. À bord de la voiture, les deux hispaniques semblaient très nerveux et stressés. Ils étaient pressés d'arriver à Nashville. À l'évidence, ils voulaient quitter l'ouest du Tennessee le plus vite possible. Arrivés à l'hôtel, les quatre hommes sont montés dans la chambre. Les hispaniques devaient leur rembourser notamment l'argent de l'essence. Ils ont vu une arme de poing posée sur le meuble de télévision de la chambre d'hôtel. Alors ils ont compris que les deux personnes qu'ils transportaient étaient plus que des petits trafiquants de drogue. À ce moment-là, je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas impliqués dans le meurtre. Je leur ai demandé de me décrire physiquement les deux hommes. Ils ont dit que l'un d'eux portait un sweatshirt foncé et que l'autre portait également un t-shirt foncé avec le logo de Superman sur le devant. À ce stade, il n'y avait qu'une seule option, les ramener dans la région de Nashville où ils avaient déposé les deux suspects. L'agent Joe Craig se rend à l'hôtel où se cachent peut-être les deux meurtriers. Il les avait laissés à l'hôtel environ 4 ou 5 heures avant que nous n'arrivions dans la région de Nashville. Ils n'étaient allés à Nashville qu'une seule fois dans leur vie, et bien sûr, ils étaient arrivés en voiture pendant la nuit. Il leur était donc très difficile de me conduire vers cet hôtel. Ils ne connaissaient pas précisément l'endroit où ils les avaient déposés. Ils m'ont dit qu'ils se souvenaient de la couleur du logo qui était jaune et vert. C'est à peu près tout ce qu'ils ont pu me dire. Pendant le trajet, nous nous doutions que nous aurions du mal à retrouver l'hôtel. Mais c'était pourtant ce qu'il fallait faire. J'ai décidé de me mettre à la recherche de tous les hôtels qui correspondent ou non à la description qu'ils m'avaient fournie. C'est tout ce que je pouvais faire à ce moment-là. Je voulais me rapprocher du centre-ville. Je me souviens leur avoir demandé expressément « Commençons à chercher l'hôtel. Dites-moi si jamais vous reconnaissez quoi que ce soit. » Et seulement quelques secondes plus tard, j'ai aperçu un hôtel à quelques pâtés de maison sur la gauche. Je me suis immédiatement rendu dans cette direction et je leur ai demandé « Est-ce que c'est cet hôtel ?» Et ils m'ont répondu « Oui, c'est bien ça. » J'ai emmené l'un d'entre eux dans l'hôtel avec moi et il a même pu me donner le numéro de la chambre où il se trouvait. Pouvez-vous me dire qui est dans la chambre 226 ? Le réceptionniste a déclaré qu'ils étaient entrés dans l'hôtel 10 minutes avant que nous n'arrivions dans le hall. Nous avons fait appel aux équipes du SWAT pour entrer dans leur chambre. La situation pouvait dégénérer en confrontation violente. La pression commençait à monter. On se rendait compte de tout ce qui s'était passé jusqu'alors, de tout ce qui nous avait conduits à ce moment. Et nous n'allions pas laisser passer cette chance. Main en l'air, police! Ne bougez pas! Bougez pas! Vous, le regardez pas, regardez-moi! Allons-y! En entrant dans la pièce, j'ai vu les deux hommes attachés et menottés. Les deux suspects sont arrêtés sur place. Il s'agit d'Alejandro Gana, 17 ans, et d'Orlando Garcia, 19 ans. Dans la chambre d'hôtel, nous avons trouvé de la drogue, marijuana et cocaïne. Nous avons également trouvé des vêtements dans une poubelle. Un sweat à capuche blanc portant l'inscription ATX, ainsi qu'un ticket de caisse du supermarché de Brownsville. Nous avons ensuite essayé de retrouver l'arme du crime, car nous n'avons pas pu la localiser dans la chambre d'hôtel.
Garcia m'a dit qu'ils avaient pris ses armes et les avaient jetées dans une benne à l'arrière d'un restaurant, à environ 8 km de leur hôtel. J'ai décidé de me rendre à ce restaurant et je me souviens qu'en arrivant, j'ai vu un officier de la patrouille routière du Tennessee dans la benne à ordures, en train de sortir les armes. Elles étaient enveloppées dans une serviette blanche. Pour boucler l'enquête, il était essentiel de retrouver l'arme du crime. Et c'est ce que nous avons fait. Nous l'avons trouvée. Gana et Garcia sont tous deux accusés d'homicide volontaire. Lors de leur procès en 2008, les détails de la nuit du meurtre sont enfin révélés. Les deux hommes étaient venus dans le Tennessee pour vendre de la marijuana. Ils cherchaient à emprunter un chemin détourné pour rejoindre l'autoroute en traversant le comté de Tipton, ce qui les aurait conduits à Brownsville. Garcia et Gana font une halte dans une station-service pour demander la route vers Brownsville. Comme ils ne connaissaient pas cette partie du Tennessee, ils ont à nouveau essayé de retourner vers l'autoroute. C'est alors que l'agent Jenks les arrête pour excès de vitesse. Pourquoi êtes-vous si pressés, messieurs? L'agent Jenks explique à Garcia qu'il a effectivement senti l'odeur de la marijuana dans la voiture et qu'il savait qu'ils avaient de la drogue. Quel âge avez-vous? 19 ans. 19 ans, et vous habitez où? Au Texas. Au Texas. Que venez-vous faire ici? Je suis né à Nashville. D'accord. Garcia lui dit qu'il y a de la marijuana dans le tableau de bord de la voiture. À ce moment-là, Garcia dit que le policier l'a laissé et qu'il s'est dirigé vers le côté conducteur, qu'il est entré dans la voiture pour essayer de trouver la marijuana, et c'est là qu'il a entendu les coups de feu. Gana et Garcia ont décidé qu'ils ne voulaient pas aller en prison pour cause de possession de drogue, et ils ont délibérément pris la vie d'un jeune policier. En réalité, Monsieur Garcia l'a conduit à l'abattoir et Monsieur Gana l'a abattu. Mais ils sont tous les deux responsables. Les deux hommes s'arrêtent ensuite dans une autre station pour essayer d'acheter des lingettes nettoyantes. Quelques instants seulement après avoir tué quelqu'un, Monsieur Gana a eu la présence d'esprit de chercher à détruire les preuves du meurtre qu'il avait commis. Au supermarché, ils ont acheté de nouveaux vêtements et placé certains éléments de preuve dans des poubelles. Le t-shirt qui avait été jeté dans les poubelles portait des traces de sang et l'ADN de l'agent Jenks. Après leur passage au supermarché, ils se sont débarrassés de leur voiture, qu'ils ont abandonnée sur le parking d'un immeuble tout proche. La police scientifique a démontré que le sang retrouvé dans le véhicule était bien celui de l'agent Jenks. Les tests balistiques confirment que l'arme de poing de calibre 6,35 retrouvée par les agents est bien celle qui a tué Calvin Jenks. Alejandro Gana a été reconnu coupable d'homicide volontaire et condamné à la perpétuité. Monsieur Garcia, quant à lui, a été reconnu coupable d'assistance à homicide volontaire, ce qui constitue une infraction moins grave. Mais tous deux ont été inculpés au niveau fédéral à la suite du même événement, et tous deux ont été condamnés à la prison à vie par un tribunal fédéral. C'est insensé, non seulement parce qu'ils ont gâché leur propre vie, mais aussi parce qu'ils ont ôté la vie à un agent de police. C'est malheureusement un nouvel exemple de meurtre insensé. À mon avis, c'est la vidéo qui a permis de résoudre cette affaire.
Cela montre qu'il est possible, avec un peu de travail et de recherche sur le terrain, de résoudre des affaires odieuses qu'on pense ne trouver que dans les polars. On sait exactement ce qui s'est passé si l'on suit les indices. Une cérémonie commémorative a lieu chaque année le 6 janvier. Et les forces de l'ordre de l'Ouest et du centre du Tennessee, d'où il est originaire, continuent de s'y rendre chaque année. Une mer bleue, 300 officiers, des forces de l'ordre, des pompiers, des gens de la région. Tous viennent présenter leur respect. Et c'est incroyable. C'est incroyable de savoir qu'après toutes les années qui se sont écoulées depuis sa mort, des gens lui rendent encore hommage. Ils n'ont pas oublié. L'une des choses les plus tragiques qui puissent arriver à un parent est de perdre un enfant. Nos enfants sont censés nous survivre.